sommes très heureux, je suis très heureuse de recevoir ici Eritz Rabedor. C'est le grand maître du Fanourne que nous avons ici. Le Fanourne, c'est un jeu typiquement malgache ou pas. On va voir avec Eris Rabedor tout à l'heure. Bonjour Eris. Bonjour Marie-Jo, très content d'être de nouveau avec toi. Et oui, alors c'est vrai que toi tu es à Madagascar en ce moment, moi je suis ici en France, c'est pour ça qu'on a cette forme d'interview vidéo. Et j'ai juste envie de dire, qu'est-ce que c'est que le Fanour? Est-ce que c'est vraiment un jeu typiquement malgache déjà? S'il y a plusieurs types de jeux qu'on retrouve au Madagascar, comme le catch ou le samán, c'est les échecs. D'accord, Le fanour, lui, par contre, ne se retrouve qu'à Madagascar. Donc, on peut dire qu'il est vraiment une exclusivité de la tradition malgache. d'accord. Quand on dit tradition malgache, c'est tradition, c'est un jeu joué dans toute l'île ou dans un seul coin ou comment ça marche? C'est surtout dans le centre, c'est surtout sur les hautes terres centrales, donc Tananarive, Fianarantsoa, Antsirabe. Un peu moins dans le sud, on le joue, mais ça n'a pas l'importance que ça avait sur les hautes terres centrales, parce qu'en fait, ça n'est pas seulement qu'un jeu, c'est vraiment un résumé de civilisation. C'est lié à plein de facettes de la culture malgache. Donc, c'est peut-être plus juste de dire que c'est surtout un jeu des hautes terres centrales. Là, ça coïncide vraiment de façon très heureuse avec la sortie de ton livre qui est le Fanourne. Quel est l'essentiel du Fanourne en fait que tu as voulu retracer dans ce livre? En fait, il y a 3 tomes qui sont sortis. D'accord. Euh, et il y aura encore plusieurs tomes qui vont sortir. Mhm. Et peut-être que je vais raconter une légende parce que tout part d'une légende et ça permet de comprendre un peu ce que c'est le fameux. On dit que à un moment donné, notre tradition, on dit qu'à un moment donné, Dieu réunit tous les sages de Madagascar Mhm. et il leur demande de faire un dessin de l'univers, de sorte que lorsqu'on regarde le dit dessin, ben on retrouve tout ce qui touche l'univers dans le dessin, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Mhm. Ce qui fait que lorsqu'on et comme proposition de dessin, on lui a offert, un Fanourne et il en a été, très satisfait. Ce qui fait que quand on regarde un Fanourne, Mhm. quand on commence à mesurer, à voir le format, les angles, les règles du jeu, toutes les facettes du jeu, on se rend compte qu'effectivement, tout dans le Fanourne raconte quelque chose de l'univers. On retrouve des lois fondamentales en physique, en mathématiques, en psychologie. Il y a plein de choses, ce qui fait que au final, quand on remonte son histoire, on découvre, et non sans surprise, que c'est un jeu qui n'a jamais été qu'un simple jeu parce qu'il résume presque toutes les facettes de la culture malgache. Est-ce que c'est tout le monde qui peut y jouer? Est-ce que c'est un jeu de cartes, un jeu de quoi? Enfin, C'est un jeu de stratégie. Alors, comme jeu de stratégie, évidemment, c'est comme les échecs, c'est comme le Go, les jeux de dames. Mais la particularité, c'est que dans tous les jeux de stratégie que tu peux voir dans le monde, le but, c'est de tuer. Alors effectivement, il y a une partie du jeu au Fanour qui consiste à tuer l'adversaire. Mais quand il est tué, il y a une autre partie du jeu qui va consister à le faire revivre. Et c'est ça la spécificité de ce jeu-là, c'est un jeu de stratégie, c'est le seul jeu de stratégie qui existe dans le monde dont le but n'est pas de tuer, mais de donner la vie. Ou plutôt, je, de redonner la vie. c'est-à-dire que toi, tu es gagnant, tu joues, tu gagnes, il n'y a plus d'ennemis où il a tout perdu. Toi, en tant que Oui, gagnant, tu dis non, non, ça ne va pas s'arrêter là, je te donne une seconde chance, c'est ça? voilà. Donc on le fait parce qu'en fait, quand on perd une partie de Fanourne, on dit qu'on est mat Fanourne, c'est-à-dire qu'on est mort au Fanourne. Donc, si tu veux refaire une autre partie, ben, tu ne peux pas jouer avec quelqu'un qui est mort. Mhm. Et pour que la personne puisse avoir la chance de rejouer une autre partie, il faut qu'il revive. Donc, on lui fait jouer une partie spéciale qu'on appelle le vil. Et il faut absolument qu'il gagne cette partie spéciale-là pour qu'un autre jeu puisse être, en fait, une autre revanche puisse être accordée. Et s'il perd? Ça, c'est très bon.
Oui. Et s'il perd, ben il est condamné en fait à lécher le centre du Fanourn qu'on appelle le Fourdac, le vagin du lac. C'est comme s'il faisait, on lui fait faire un cunnilingus en public. Parce qu'en fait, le centre du Fanourn, c'est quand on figure le centre du Fanourn, c'est un trou pour Mhm. rappeler que c'est le vagin de l'univers. Mhm. Et d'un point de vue malgache, le Dieu, si on pouvait lui accorder un genre, ben, c'est plutôt féminin du point de vue malgache. Et comme ce trou-là, c'est ce qui fait que ça perd. Sans ce trou-là, en fait, tu peux pas effectuer le premier mouvement, enfin le premier déplacement. Ça veut dire que c'est ce trou-là qui donne la vie au jeu. Et quand on te demande de lécher le centre du Fanourn, en fait, on te demande de puiser la vie à la source. C'est ça le symbolisme. Et il faut bien rappeler que le sexe dans le Fanourn occupe une place très importante, mais aussi dans la tradition malgache, à un moment donné, surtout le sexe féminin, c'est très. Quand tu dis des gros mots, ben, tous les gros mots se rapportent au sexe féminin. Là, on a abordé qu'un milliardième du sujet, mais en fait, par exemple, quand on intronisait, quand on couronnait un roi ou une reine, eh bien, on montait un Fanourdim géant à Mamassen qui faisait entre 11 hectares et 15 hectares de surface. Et le campement, c'est-à-dire les petites tentes, étaient montées exactement sur le modèle du Fanourd. Et la reine ou le roi était placé sur le fondac, au milieu du Fanourd, quand il était couronné. D'accord. Ça, par exemple, c'était une utilisation du Fanourd par rapport au couronnement, à l'intronisation. Mais il y en avait d'autres dans la région d'Ambu Malaz. Quand on circoncisait les descendants d'Adiatikundin, du prince Adiatikundin et les descendants des rois, eh bien, on traçait un grand fanourn à Ambu Malazabé, mais aussi à Mamas, pour le cas de Radama Ier. 100 000 personnes à peu près viennent danser à l'intérieur du fanourn Mhm. pendant 3 nuits, 3 jours. Et sur une chorégraphie qui est entièrement inspirée du Fanour. Par exemple, les femmes, elles dansaient ce qu'on appelle le mandis araïtskis, c'est-à-dire la danse du Hitskis, qui, on le sait, et symbolise l'esprit, l'esprit du Fanour, parce qu'en fait, tu vois, quand le petit oiseau, quand la petite cresserelle danse dans le ciel, c'est qu'elle a aperçu quelque chose au sol. Mhm. Mais avant de plonger sur sa proie, elle calcule, elle essaie de bien calculer si c'est le bon moment pour plonger et l'attraper. Et quand tu joues au Fanourn, tu ne fais aucune attaque sans avoir tout bien calculé. Et Mhm. c'est ce que représente cette danse des femmes, en fait, qu'on appelle le mandis araïtskis. Et Ok. les hommes, par contre, ils faisaient un simulacre de combat avec une lance et un bouclier. Et ça représentait les deux techniques utilisées au Fanourn. La lance qui représente la tactique en fait offensive et le bouclier qui représente la stratégie défensive. D'accord. Et dans le Fanourn en question, on appelle cela le Di Surat, c'est-à-dire la danse du Surat, parce qu'un des noms du Fanourn, c'est Surat. Mhm. Quand un Diamané avait reçu, qui a donc reçu le Fanourn d'Evasim, Mhm. l'a nommé, eh bien, il l'a appelé Surat Andemant. Ça, même ce simple nom-là est très curieux parce que comment est-ce qu'on peut appeler un jeu Surat Andemant? Écrit des dieux, livre des dieux, signature des dieux, dessin des dieux. Mhm. Et c'est cette figure de Fanourdim, Fanourti, Il y en a trois. Il y en a trois. Le Fanourtel, c'est le plus simple, c'est ce qu'on appelle l'amarelle en Europe. mhm. Et en quoi Ou le est-ce morpion. Oui. En quoi est-ce que ces figures-là sont spécifiques, sont étonnants Pourquoi est-ce que les royaumes successifs se sont inspirés de ces dessins du Fanourne pour faire leur célébration de circoncision ou d'intronisation? Pour le Fanourtive, en fait, il est géométriquement parlant, il contient presque toutes les figures géométriques sacrées qu'on retrouve dans la construction des pyramides, des cathédrales et tout ça. Donc, il a beaucoup de structures qui sont très intéressantes d'un point de vue mathématique et physique. Pour le Fanourdim,
En fait, dans ce jeu-là, qu'on appelle le Fanour Mazib, le Fanour des Vaves, c'est-à-dire le Fanour des femmes, tu as, chaque joueur a 12 pions. C'est-à-dire que le nombre 12 occupe une place très importante dans le Fanour. Et tu remarqueras que depuis Andir Massenaval et puis le roi Andir Mirne, eh bien, ils ont constitué un royaume avec 12 collines autour, symboliques, avec 12 femmes symboliques, avec 12 conseillers symboliques. Symboliquement, c'est très lié, soit par les nombres, soit par toutes sortes de choses. Et c'est un jeu qu'on retrouve nulle part qu'à Madagascar? Quand le tracé se retrouve un peu partout dans le monde, on a retrouvé des tracés de Fanourtir ou de Fanourdim à Jérusalem, Hawaï, oui, c'est ça, à Hawaï, en Malaisie, Indonésie, un peu partout dans le monde, en Chine, en Inde, chez les Arabes. Qu'est-ce qui Mais le jeu proprement dit, tu ne le retrouves nulle part. Personne ne joue au Fanour comme les Malgaches jouent au Fanour. On a Oui. besoin de quel matériel pour jouer au Fanourne? Très simple, il suffit même d'un morceau de charbon pour que tu puisses le tracer au sol et puis tout ce que tu trouves, des bouts de terre, en fait, l'essentiel, c'est que tu puisses identifier les pions des uns et des autres. Par Ouais, exemple, l'un va utiliser des morceaux de verre, l'un va utiliser des petits cartons et puis c'est bon. d'accord. Il n'y a pas besoin de J'ai grand-chose. cru voir que les genres de choses comme le Wandsbourg, c'est pas très pratique, quoi. Oui, parce que en fait, il y a eu une histoire quand au départ, c'est un jeu de stratégie qui est un jeu militaire, donc les rois, étaient très tôt, ils étaient instruits à jouer au fanourne de la meilleure façon possible. Donc les pions étaient appelés des soldats et tout, et quand la royauté tombe, disparaît, eh bien c'est le peuple qui va jouer au fanourne. Donc évidemment, ce sont pour la plupart des paysans. Et là, on va utiliser des graines de haricots, des graines de maïs, et tout est symbolique. Par exemple, des graines de haricots, parce que haricots, c'est ça ramasse. Donc, c'est parce que ça aiguise la vue, ça te donne une bonne vision des choses. Après, les katak, parce que katak, comme katak, c'est réfléchir. Donc, c'est pour, quand tu joues avec des graines de maïs, c'est pour aiguiser des graines de vomadil, de tamarin, donc, parce que vomadil, l'huile, c'est la lumière, manil et tout. Mais le Wandsbourg, c'est interdit parce que bourg, c'est couper, ça veut dire couper quand tu veux poursuivre une sorcière la nuit, ben, tu utilises des graines de Bwansbourg et d'après ce qu'on sait, une fois qu'elle est atteinte par la fameuse graine, eh bien, elle ne peut plus bouger. Pour Tapakantungun, Ah oui, d'accord. c'est ça l'idée. Aussi, pour ceux qui, tu vois, parce il y a encore des familles qui gardent ce qu'on appelle les Oudavand. On s'est arrêté parce que tu vois, comme on cultive beaucoup, et pour protéger les terres de la grêle, des avances, c'est la grêle, il y a des gens qui ont des formules familiales qui fait que même quand la grêle tombe, ça ne tombe jamais sur la culture. Mais quand vient le moment où la grêle tombe, ils sont interdits de jouer au fanour parce qu'en fait, le bruit des cailloux, parce qu'on utilise généralement des cailloux, sur le sol attire la grêle. Et pendant ces moments-là, ils n'ont pas le droit de jouer au fanour. On dit qu'on a un quart d'heure, on peut apprendre les règles du jeu du Fanourne, c'est super facile, mais c'est les Oui, subtilités qui font que c'est très stratégique, c'est très, en même temps stratégique, mais on n'aime pas non plus la guerre, enfin, c'est toute une logique ouais. différente, quoi. Non? C'est toute une philosophie. C'est vraiment une sagesse. Attends, en 25 ans, en 27, oui, 27, 28 ans, j'ai pondu 3500 pages. Mhm. Et je peux t'assurer que jusqu'à maintenant, je continue d'écrire et je suis effaré de ce que le jeu contient. Quelles sont les Donc, les règles, 5 minutes, en 5 minutes, tu les connais. D'accord. Ça, c'est sûr. Et c'est quoi les règles? Les règles, en fait, c'est les prises qui sont très spéciales. Il faudrait un tracé pour que je l'explique, mais les prises au Fanour sont très, c'est très spécifique. Il y a des jeux, en fait, il y a des tracés de jeux qui ressemblent un peu au Fanour Mhm. et on connaît les prises, mais alors là, les prises au Fanour, c'est un vrai régal. C'est un délice. Ok. Parce qu'après, du coup, on se dit, bah ouais, mais tu peux pas faire un tracé géométrique, sinon tu reviens à la case départ, il faut que tu zigzags, il faut que... Enfin, j'ai Oui, peu que j'ai lu là-dessus. Et je me dis, oui, c'est toute la subtilité, en fait, il faut être subtil, oui. C'est ça, c'est ça.
Au Fanourne, tu ne peux pas avancer 2 fois dans le même sens, par exemple. Quand tu te déplaces, tu changes, de sens. Tu ne peux pas Mhm. avancer 2 fois tout droit, par exemple. Et ça, c'est une des caractéristiques, c'est une loi physique fondamentale, en fait. Et à la fin, le but, c'est d'être tout seul sur le plateau de Fanon, hein, finalement. Le but, c'est soit d'avoir épuisé tous les pions de l'adversaire, soit de faire en sorte qu'il ne peut plus bouger, et s'il bouge, il est mort, il est tué, en fait. Donc c'est pareil. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, tu vois, quand tu bouges, tu vas en zigzag, jamais en ligne droite, 2 fois en ligne droite. C'est l'image la plus belle et qui correspond à cette loi physique fondamentale. Tu vois, dans les hôpitaux, quand tu as quelqu'un qui est encore en vie, ben la courbe sur l'écran, elle va de haut en bas. Mais Oui. quand la personne meurt, ben la ligne, elle est toute droite. Mm. Tu vois, et c'est ce zigzag-là, c'est ce va-et-vient de changement de sens-là. Ça, pour les malgaches, c'est le symbole de la vie. D'accord. 2 fois dans le même sens, c'est mauvais. C'est Ça vrai. sent pas bon. Quels sont les 3 points ou 4 points essentiels que tu as pu trouver dans tes 3500 pages? Si tu devais nous dire les 3 essentiels qui t'ont le plus touché, qui t'ont le plus effaré dans la philosophie du Fanourne et du coup, par ricochet, philosophie malgache. Par exemple, l'aspect divinatoire. Mhm. Parce qu'en fait, ça s'était utilisé comme un outil divinatoire. Donc, dans la région d'Akarj, tous les ans, ben, ils jouent au Fanourne avant la période de pluie, c'est-à-dire durant le Louaton. Ils vont jouer au Fanourne et c'est là qu'ils vont voir comment va être l'année. Et la manière dont ils opèrent, c'est vraiment extraordinaire. Parce que là, ils vont dire, bon, il n'y a pas assez de riz, il n'y a pas assez de nourriture, il y a une guerre civile, il y a tant, il y a un grand changement. Et non seulement c'est très précis, mais comme ça ressort d'un jeu, c'est vraiment très inattendu. Qui Voilà. joue à ce Oui, moment-là? C'est des personnes spéciales qui jouent là? oui, oui. Ce sont les 5 gardiens de la carte, en fait. Ils sont 5. Mhm. Ils sont, ben, de famille en famille, ils se relaient. Et c'est un fantôme qui est caché dans la forêt, dans un coin que tu peux pas trouver si on te montre pas. J'ai l'impression que c'est hyper puissant malgré tout. Oui, Pourquoi est-ce qu'on n'est pas si fier de partager ou je sais pas. Pourquoi on commence. En tout cas, nous, on a commencé depuis 2003. Donc, on a fait des centaines et des centaines de conférences, que ce soit à Mada ou pourquoi c'est ailleurs, pas relayé? Enfin, c'est, parce que on n'a peut-être pas réussi à choquer assez, mais là, on essaie chaque année d'électrocuter. Tu mhm. vois, parce que par exemple, dernièrement, on avait fait une exposition, une grande exposition sur les femmes lourdes, et les gens étaient effarés, je t'assure, C'est en juin, ils comprenaient pas. Tu vois, pour eux, c'était incroyable. J'ai vu des gens, par exemple, j'ai vu des équipes de télé, de radio qui sont restés dans l'exposition pendant toute une semaine. mhm. Ils sont revenus tous les jours parce que c'était tellement incroyable qu'un jeu puisse être si riche en symbolisme, en signification, en philosophie, en spiritualité, en termes techniques, tout ce que tu veux. Là, je vais donner un exemple un peu mathématique. J'avais dit au départ que pour les Malgaches, c'est le dessin de l'univers. On peut dire que c'est le meilleur dessin de l'univers qui ait été proposé, qui ait été fait sur l'univers. Et en Inde, quand tu vas en Inde, en fait, les moines portent un collier qui a 108 grains, qu'on appelle un mala. Et quand tu demandes à ces moines-là pourquoi ils portent ça, eh bien, ils disent, ben, c'est normal qu'il y a 108 grains parce que d'après les Védas, d'après nos livres sacrés, quand le dieu Shiva a créé le monde ou quand le dieu Ganesh a créé le monde, ben, Shiva, il a dansé 108 fois. C'est pour ça qu'il y a 108 Upanishads et tout. Donc, ils vont développer un peu sur le 108. Et quand tu t'amuses à apprendre le Fanurti et que tu comptes le nombre de traits qui le constituent, eh bien, tu vas en trouver exactement 108. Tu vas pas en trouver 107, ni 106, ni 111. Tu vas en trouver très exactement 108. Ensuite, si tu prends un jeu d'échecs, tu as dans un échiquier, tu as 64 carreaux.
n'est-ce pas? Donc voilà une représentation du monde avec 64 carrés. Et si tu t'amuses à compter, à voir le Fanourne, eh ben, tu vas te rendre compte qu'il est constitué non pas de 64 carrés, mais de 64 triangles. Et on se pose la question, si on devait représenter le monde, quelle est la représentation la plus proche? Une figure carrée qui contient 64 carrés ou une figure rectangle qui contient 64 triangles? Et pour les malgaches, évidemment, c'est Tuktil Namasanam, c'est le 3 qui est la base et pas le 4. Tu vois? Et chaque fois que tu vas, par exemple, si tu prends un fanour, c'est un carré long, c'est-à-dire que c'est un double carré. Et dans toutes les traditions du monde entier, il y a toujours un carré long à l'intérieur. Par exemple, dans le sein du temple de Jérusalem, tu as le sein qui est un carré de 20 coudées sur 40 coudées. Dans la chambre du roi, dans la grande pyramide de Khéops, tu as une chambre qui mesure 5 mètres 23 sur 10 mètres 46. Eh bien, le fanour, c'est un carré long. Et quand tu demandes, quand tu lis un peu ce qu'il y a écrit un peu partout dans le monde, on dit que quand tu as un espace où il n'y a rien et tu traces un carré long dessus, eh bien, l'endroit qui était profane au départ devient un espace sacré. Eh bien, le fanour, par son format, il est déjà tout naturellement un espace sacré. Là, j'ai pris que 3 exemples. Alors, sur les 3500 pages, tu vas avoir des exemples comme ça qui sont très que tu n'inventes pas. Parce qu'en fait, quand tu vas mesurer les angles du fanour, quand tu vas mesurer des proportions dans le fanour, tu te rends compte, mais tout s'y retrouve. Donc, ils avaient raison quand ils ont proposé leur dessin. C'est très exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un dessin extraordinaire. Je t'assure, la géométrie du fanour révèle des facettes, mais vraiment très ingénieuses, très ingénieuses. Et là, on parle du Fanourne qui n'est pas de 2018, ça a été créé il y a des siècles, ça. Il y avait déjà cette sensibilité il y a, je sais pas, 14e siècle. On a retrouvé des tracés de fanour à Jérusalem qui datent donc de l'époque de la construction du temple. Et quand on a fait l'analyse de la pierre sur laquelle étaient gravés les 10 fanours, eh bien, ils ont identifié que la pierre en question vient de la région de Manakara-Mananza. Donc, le tracé, déjà, il est très vieux. Est-ce que déjà, à cette époque-là, on jouait au fanour? Non, on ne sait pas parce que quand on commence à fouiner, j'ai contacté à peu près tous les kabbalistes un peu célèbres qui vivent en France. Ils ont tous répondu qu'ils ne connaissaient pas du tout le fanour. Et donc, au moins, le tracé est très vieux. Après, le jeu, il date de 1000, le plus vieux tracé qu'on a date de l'époque d'Indiana Punk, c'est-à-dire de 1340-1360. Celui, Indiana Punk, il a régné dans le premier gros village de Limerick qui s'appelle les Fanungwavan. Donc, c'est à peu près à cette époque-là. Pardon. Et même le nom Fanourna, on dit que ça vient pas, on n'a pas de traces de Fanourna ni dans le Swahili, ni dans le sanskrit, ni dans le. Oui, 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 oui. D'où ça vient? Exactement. Et il a plusieurs significations. Même si tu t'amuses, par exemple, à ajouter le suffixe na à la fin, ben tu vas avoir un jeu de mots qui est très amusant, c'est fanurunana, par exemple. Si tu t'amuses à faire des jeux de mots, par exemple, fanourne, où tu entends le mot ourne à l'intérieur, eh bien, si tu t'amuses à boucher ton nez, si tu bouches ton nez, ben tu peux plus respirer, n'est-ce pas? Et si tu bouches le centre du fanourne, qui est un trou au milieu, tu mets quelque chose dessus, ben tu peux plus jouer au fanourne. Il y a plein de petites facettes comme ça qui, par exemple, fanouroun, si tu changes l'accent tonique, là, tu as montré quelque chose, indiqué quelque chose. Après, tu as fanourn, ours, ça a plusieurs significations. C'est la beauté, c'est la virginité. Nour, c'est une femme qui est vierge. Tu as Dour, cour, qui a donné Kroutan, c'est la guerre. C'est toute une richesse étymologique. Alors, Même aussi que personne ne peut. c'est pas Chourna non plus, des fois. Enfin, Oui, sourne et tout, voilà, ça c'est l'analyse de Richardson dans son dictionnaire. Sourne. En fait, tu peux mettre plein de choses, on peut imaginer tellement de choses, comme on ne sait pas qui a créé le jeu,
Tu sais, comme tous les jeux, très curieusement, tous les jeux de stratégie du monde, mais on ne sait pas par qui ils ont été créés. On ne sait pas le tarot, tu vois, c'est pas si ancien que ça, le tarot de Marseille, mais on ne sait même pas par qui ça a été créé. Le jeu de loi, les échecs, on ne sait pas, c'est tout un mystère. Et le Fanoum, disons qu'il date de l'époque d'Indiana Pong, ben, je t'assure, tu regardes tu écoutes les traditions, mais tout le monde s'y perd, personne ne peut dire d'où ça vient. Au moins, est-ce que ça a été créé par une personne ou un groupe de personnes? En quoi est-ce que la connaissance du Fanoun peut nous faire, au-delà de la satisfaction affective, intellectuelle, en quoi ça peut apporter quelque chose au monde où on vit là, ou à l'univers? Ouh là là, ça peut apporter beaucoup de choses, énormément de choses, ne serait-ce que, tu vois, parce que le simple fait de jouer au Fanour, le simple fait de jouer au Fanour, le simple fait d'entraîner un enfant à jouer au Fanour apporte des qualités mentales, parce qu'en fait, la chose qui est recherchée dans le Fanour, c'est le développement de ce qu'on appelle l'intuition, ce que les Malgaches appellent Fana. Tu vois? Parce que ce qu'on appelle le fana nihul, c'est l'intuition, c'est la capacité à deviner. Mana, fanonzo, inulin. Le fana, c'est cette capacité de pouvoir deviner. Ah, c'est pas l'esprit, c'est pas l'âme, c'est pas. Non, 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 pas du tout. Ça n'a jamais été l'esprit. Ça, c'est une traduction vraiment grotesque qui est venue très tard. Mais si tu lis un peu les proverbes qui tournent autour du fana et tout ça, ça n'a rien à voir avec l'âme. Non, non, D'accord. pas du Et tout. donc, Donc, quand tu joues, c'est pour affûter l'intuition? pour affûter l'intuition. C'est vraiment c'est très intéressant, c'est très rapide. Et comme c'est un jeu, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Mais Mhm. c'est le premier objectif. C'est un des premiers objectifs du Fanour, c'est d'aiguiser l'intuition. C'est d'éveiller cette faculté qui est très spéciale. Parce que l'intuition, c'est quoi? C'est la capacité de savoir autrement que par la raison, que par l'intellect. Tu sais quelque chose, mais t'as pas raisonné, t'as pas intellectualisé, mais tu peux pas. Maintenant, il y a rien qui me fait penser ça, mais quelque chose en moi, intérieur, un sixième sens, un pressentiment, voilà. Tu avais posé une question, cite-moi trois choses à propos du Fanour qui t'ont vraiment, Mhm. voici une remarque qui est vraiment d'importance. Le Fanour, il est un carré, donc c'est-à-dire que c'est un double carré. Mhm. Ok. Rectangle. Si tu t'amuses à prendre une carte de Madagascar et à l'entourer à le mettre dans un quadrilatère, eh bien, tu vas t'apercevoir, ben, tu pourras t'amuser à faire ça tout à l'heure, que c'est un carré rond. Madagascar va s'insérer très exactement dans un carré rond, au millimètre près. Ok, donc il s'insère dans un fanourne. Ensuite, le centre du fanourne va correspondre à une région très précise qu'on appelle Itas. D'accord. Or, la région d'Itas est considérée comme le centre de Madagascar. Et non seulement il est considéré comme le centre de Madagascar, mais il est considéré comme le centre des terres émergées du globe. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les géographes. Ce qui fait que, dans la région d'Itas, tu as une région très précise et on y a mis la statue de la Vierge Marie à ce point précis où est ce fameux centre. Et ce fameux centre correspond très exactement au centre du Fanouri. Ça, ce sont des choses vraiment, je trouve que c'est très curieux comme, Mhm. et ensuite, tu as le fanourne qui est partagé au milieu, en fait, parce que le fanourne, il a une sorte d'épine dorsale, donc une sorte de colonne vertébrale qui le partage en deux parties. Mhm. Eh bien, Madagascar, tu dois savoir que Madagascar est divisé en deux par une sorte d'épine dorsale, ce qui fait qu'à droite et à gauche de cette épine dorsale-là, tu as des terrains qui sont deux climats très différents et deux géographies très différentes. On dit aussi, la légende dit que avant, on avait les jeunes hommes qui, qui étaient testés par le futur beau-père en jouant au Oui. Fanour. L'intelligence, c'est quoi? L'intuition, l'intelligence, c'est un, si tu veux, à un moment donné dans l'histoire, le Fanour n'a absolument pas été seulement un jeu. Ça, c'était tout sauf un simple jeu. Alors, un gars qui arrive et qui sait jouer au Fanour, c'est quelqu'un. C'est pas n'importe qui. Maintenant, quelqu'un qui joue au Fanour, c'est devenu le contraire. C'est un bon à rien.
Voilà, tu vois, dans l'esprit des gens, ça a totalement chamboulé et c'est parti de l'autre côté parce que par ignorance de l'histoire du Fanourne, quelqu'un qui joue au Fanourne, c'est vraiment c'est le perdant, c'est le glauque de la famille. Mhm. Tu dis, ah, tu joues à quoi? Je joue au Fanourne. C'est plus chic de dire je joue aux échecs, tu vois, mais Mhm. par ignorance, tout ça. C'est quoi l'ambiance autour du Fanourne? On voit les échecs, c'est silence complet, Très feutré. feutré et tout. J'ai pas l'impression que le Fanourne, c'est ça. C'est pas ça du tout, parce que c'est en fait quand tu as deux adversaires qui sont face à face, il y a des gens qui vont venir, ils vont appuyer un des joueurs et tu vas voir tout un groupe va jouer, tout le monde va participer, tout le monde va donner son petit grain, son conseil et tout. Donc c'est un jeu qui est très social, c'est très brillant, ça n'a rien à voir avec l'ambiance très classe, très posée, très mathématique que tu as aux échecs. Non, c'est un jeu très, il y a beaucoup de time bave. Je sais pas que c'est quoi le mot exact. C'est des mots qui fâchent, c'est des mots en fait, c'est pour te faire perdre le contrôle. On te dit des choses qui fait que tu vas t'emporter et quand tu t'emportes, évidemment, tu vas perdre. Pour revenir à ta question, à quoi est-ce qu'il pourrait bien servir? Si tu te trouves sur par exemple, un champ de bataille, ou si tu te trouves sur un espace donné, un fanourne, quand tu traces un fanourne, ça te permet de repérer beaucoup de choses. On a reconstitué comment faisaient les militaires autrefois quand ils utilisaient un fanourne pour conquérir un terrain donné. Et je t'assure, c'est vraiment très malin. C'est un truc de ouf. C'est très intelligent et ça marche. Parce qu'en fait, le fanourne, dans ce contexte-là, c'est la meilleure façon de contrôler un espace. Mhm. Tu traces ton fanourne, tu disposes des forces qui sont en présence, et tu as une idée, qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser l'espace et battre l'adversaire. En fait, c'est ça. C'est Règle presque imparable si tu suis. exactement. C'est vraiment parce qu'en fait, c'est quoi la politique dans le sens général du terme ou une stratégie militaire, c'est quoi? C'est l'aptitude à maîtriser l'espace. Et le Fanourne, c'est un jeu qui t'apprend à maîtriser l'espace. C'est c'est rien que ça. D'un point de vue stratégique, ça n'a l'air que de ça, mais c'est tout ça. Quelles sont les valeurs qu'on peut retrouver dans le Fanourne qui nous ressemblent, nous, malgaches, ou les valeurs universelles qu'on peut retrouver dans le Fanourne? Beaucoup de choses, c'est la vigilance, c'est la prudence, c'est la patience, c'est le calme, c'est l'amitié, c'est la fraternité, c'est le fiavan, c'est toutes les valeurs un peu orientales parce que nous sommes des orientaux. Par exemple, nous, on ne dit pas les choses directement. Un oriental ne dit pas les choses directement, il dit les choses en sinuosité. Tu vois, parce que ça fait mal élevé de parler directement. Si t'aimes pas quelqu'un, tu dis pas je t'aime pas, tu dis ah aujourd'hui je peux pas, j'ai un rendez-vous. Tu vas pas dire ah je t'aime pas, je vais pas aller sortir avec toi. Ça se dit pas ça. Et dans le Fanourne, il y a presque toutes les valeurs orientales. Tu vas pas tout droit, deux fois le même. Voilà. Tu vas pas tout droit. Tout droit, c'est pas bon. Par exemple, tu ne pointes pas ton doigt sur quelqu'un. Tu ne pointes pas ton doigt sur le Fanourne. C'est interdit de pointer du doigt sur un tombeau, sur une tombe, sur le Fanourne, le plateau de Fanourne. Tu n'as pas le droit de le désigner du doigt. Et tu ne désignes certainement pas quelqu'un du doigt. Si tu n'aimes pas quelqu'un que tu veux dire quelque chose dans son dos, tu ne le désignes pas du doigt. Tu le fais avec ta bouche. C'est ce qu'on appelle le tundumul. Ah, d'accord. Ah. C'est on est amusant, hein. Et les cultures, vraiment, c'est amusant. Hein. Moi, Attention, quand on dit alphabet, oui. là, le V, là, c'est typiquement un vocabulaire du Fanourne. Qu'est-ce que c'est le V ou le V? C'est ça, en fait. Le vél en question, en fait, quand tu perds une partie de Fanour, une partie normale de Fanour, c'est ce qu'on appelle le rite ou le had, la bataille, proprement dit. Donc, dans la bataille, on s'entretue et celui qui est tué en premier perd la partie. Et quand il perd la partie, eh bien, on va lui faire jouer une autre partie qu'on appelle le vél. Et l'esprit dans le parti de Veil, c'est que on donne un avantage énorme à celui qui a été vaincu afin qu'il puisse gagner cette fois-ci. Et si par malheur il perd le fameux Veil, il va être puni sévèrement
Alors, il y a deux sortes de punitions, ou trois sortes. Soit on te fait bêler comme un mouton, donc tu vas bêler devant tout le monde. Soit on te fait agenouiller et tu vas reconnaître que tu as perdu, que tu es faible. Soit, ben, tu vas lécher le centre de Fourdac, c'est-à-dire le vagin du lac. Tu vas faire le cunnilingus en public. Et c'est la seule condition qui est requise pour que tu puisses rejouer une autre partie. Sinon, ben, tu as perdu et c'est vraiment un déshonneur pour un malgache de perdre un jeu une Et partie de du coup, famille. l'expression de s'affaber, elle n'a pas du tout. Et voilà, l'expression de Tsafabil, c'est vraiment une très mauvaise expression parce que euh, si on t'a donné autant d'avantages, si la vie t'a donné autant d'avantages et que tu t'en sors toujours pas, ben c'est très mauvais. Dans l'expression populaire, tu vois, ça veut être Tsafabil, ça veut dire c'est quelqu'un qui il est empourpré dans une montagne de problèmes et il ne peut plus en sortir. Ça, c'est vraiment l'image de Tsafabil. Donc, à ceux qui veulent faire lécher le centre du Fanour, il faut gagner la partie. J'espère que tout le monde arrive, sinon ils n'ont pas compris. Donc finalement, on a quand même notre place dans cet univers pour amener autre chose que ce qui se voit déjà et qui arrive aussi à leur limite. Ah, ah oui, là, on est en train de concevoir un jeu de Fanour en 3D. Mhm. Je t'assure, c'est une bombe. Mais ça va peut-être être un des jeux les plus vendus au monde. Mais on garde tout secret parce que c'est vraiment, je t'assure, c'est la folie. D'accord. Un jeu d'échecs à côté, tu ne le remarques plus, tu as oublié que ça existait. Je vais revenir au livre qui vient de sortir. Tu as écrit le Fanourne là. Qui vient de sortir, Oui, si on doit voir le sommaire, qu'est-ce qu'on y trouvera dans ce livre-là que tu vas. Parce que là, c'est très le passionnant. dernier ou les trois? Ben, déjà le dernier, parce que c'est celui qu'on a sous la main. Et si on peut avoir sous la Ok. main, pourquoi pas. En fait, les trois tomes sont disponibles. En fait, le premier, il parle des règles, de l'histoire du Fanourne, une partie de ses mystères. Mhm. Ensuite, tu as le tome 2 qui est consacré à l'aspect géométrique, c'est la géométrie sacrée du Fanourne, les mathématiques du Fanourne. Donc, c'est un livre qui est assez technique, mais qui est intéressant si on aime bien des mystères un peu mathématiques et géométriques. Et Mhm. le troisième tome, évidemment, c'est le dernier, c'est mon préféré. C'est vraiment c'est un livre qui est simple. Le style, il est épuré, il n'est pas compliqué comme le tome 2 par exemple. Mais là, tu te régales. Vraiment, c'est un magnifique. Pourquoi? Qu'est-ce Des qui. choses, tu vois, parce que par exemple, il y a des présentations de plateaux de Fanour, de jeux, Mhm. qui sont, oh là là, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. On a fait, par exemple, des cubes de Fanour. C'est des merveilles. Il faut vraiment voir. Par exemple, on a découvert que le Fanour cache 5 cités, cachait 5 cités qui étaient vieilles de 12 000 ans. Où ça, comment? Évidemment, quand tu racontes ça à quelqu'un, tu te dis, il y a 5 cités, il y a 5 villes qui sont cachées dans le Fanour. Eh bien, les gens disent, mais celui-là est complètement devenu fou à cause de sa passion pour le Fanour, il voit tout n'importe. Mais une fois que tu matérialises, parce qu'on a fait des maquettes, une fois que les gens voient les cités en question, mais se disent, mais comment on a fait pour ne pas voir ça? Mais quand tu dis. Comment est-ce que c'était possible? Ce sont vraiment des cités, ce sont vraiment des structures architecturales qui sont cachées là et qu'on ne voit pas parce que nous, on raisonne en plat. Ah. Mais que tu as pu, entre guillemets, voir quand même. Oui, oui, oui. Parce qu'une fois qu'on s'est dit que peut-être il faut voir le Fanour en 3D, en hauteur, mais non pas en plat. Et là, tu te dis, mais comment, après autant d'années, des milliers de personnes n'a vu ça et pourtant c'est gros comme le nez au milieu d'un visage. Et tu en parles de ces cités-là dans ton livre? Oui, oui, oui. On en parle dans le troisième tome. On parle la sphère du Fanour. On a transformé le Fanour en sphère. Et quand il est transformé en sphère, mais je t'assure, mais c'est une merveille. Une merveille. On l'a transformé en cube. Le troisième tome, c'est la petite folie. C'est un peu comme C'est la si tu petite faisais folie. l'univers à travers le Finlande, en fait.
Ah oui, c'est parce que tu es à chaque page du livre, du début à la fin, tu es scotché, tu es étonné, tu es choqué, tu es bouleversé, tu es remué. Tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y avait sous mes yeux, comment je n'ai pas pu m'intéresser à un jeu aussi intéressant, pourquoi j'ai considéré ça comme n'importe quoi, comme le jeu des pauvres, des ratés, tout ce que tu veux. Là, tout ça tombe en vrille. Et là, tu te dis, je vais acheter tous les fanouros qui existent au monde. Ça existe où ailleurs qu'à Madagascar? Oui, au Japon, en Angleterre, il y a des tournois, aux États-Unis. Existe comment ailleurs? Ben, ils font des tracés, ils font des plateaux, ils ont gardé l'esprit du jeu, ils respectent tout, mais ils font des. Ben, là, par exemple, sur ma page, normalement, tu vois un Japonais qui est devenu un ami, qui conçoit de jolis plateaux de Fano, qui est vraiment aussi passionné de Fano. Et, là, on va conclure, même si c'est passionnant, on y restera toute une semaine, bien plus, hein, à écouter cela. Ah oui, tu parles de Fano avec moi, on est là jusqu'à 6 heures du matin. Et quel serait le message que tu as envie de passer? Ben, je vous invite à jouer déjà au Fano parce que c'est très simple et à regarder un peu plus près parce que je vous assure, le jeu ne vous décevra pas. Vous allez être conquis par ce jeu, vous allez aimer ce jeu. Évidemment, si vous aimez le Fano, vous allez aimer Madagascar et donc notamment Marie-Jo et moi. Merci, Iris Rabedor, donc qui a eu des années d'études. Combien d'années d'études sur le Fanon déjà? 27, 28, je sais plus à peu près ça. Ça a commencé en 91, donc je sais pas. Tu calcules, je sais pas ça fait combien d'années. Ok. Où est-ce qu'on peut trouver le livre pour nous autres qui sommes ici, ou juste à Tana? C'est juste à là pour l'instant, mais tu me donnes une idée, je vais faire parvenir quelques volumes comme ça, on pourra les trouver là-bas. Parce qu'en fait, la spécificité c'est que nous, comme on est artisans, comme on est dans l'art, ben on édite et c'est bien parce qu'on peut faire exactement ce qu'on veut, le, le grammage de papier qu'on veut, les couleurs qu'on veut, les couvertures qu'on veut. C'est écrit en français On ou en peut, les trois, ils sont écrits en français. Ils sont écrits en français. On a écrit pas mal au malgache, mais là, les livres de vulgarisation, on les a écrits en français. Et bientôt en anglais. Merci beaucoup, Iris Rabedor. Merci à toi, Marie-Jo, et un gros coucou à tous ceux qui ont pris le plaisir, j'espère, de nous avoir écoutés.